Mythes et complots avec Christian Page. Hey, Monsieur Page, vous là, comment ça va? Ça va très bien, Benoît. Hey, content de te revoir. Bon retour. Merci, c'est cette gentil. semaine, oui. Tout bien? As-tu des nouvelles pour moi? Ben oui, écoute, d'abord, veux-tu que je te parle de ma prochaine conférence? Ah ben, je t'en prie. Hey, on est en 2012. 2012 marque le 65e anniversaire du début de l'ère moderne des ovnis. Et on peut se poser la question, après 65 ans, on fait une chronique ici. Ouais, on fait une chronique ici. C'est ça, on rentre dans l'âge d'or des ovnis. On fait une chronique ici, mythes et complots. Après 65 ans de la question des ovnis, est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui que ce que l'on savait à l'époque? Donc, c'est l'heure un peu, comme on dit, quand on arrive à l'âge d'or, à 65 ans, on fait un bilan de notre vie. Où on en est maintenant. Et c'est la thématique de ma prochaine conférence, 15 septembre prochain, au Centre Roussin, dans l'est de Montréal. Ah, ça, c'est dans le pit encore, là? Ça cramouille. Ça prend un téléphérique, ça prend un téléporteur. Mais enfin, donc, les gens pourront trouver... Non, c'est pas si mal, Benoît. Écoute, donc, on va vraiment faire un bilan du début à aujourd'hui. On va passer en revue les meilleurs témoignages. Qu'est-ce qui reste des meilleures observations d'OVNI? Et quelle est la position des gouvernements? Est-ce que durant toutes ces années, on nous a réellement dissimulé l'information? Ou est-ce que la volonté était plutôt de dire, on ne sait rien, donc faisons comme si on savait tout? C'est bon, ça. Tu vois? Okay. Donc, 15 septembre prochain, pour les gens qui veulent avoir de l'information, ils vont pouvoir se consulter mon site, le christianpage.ca. Toute l'information est là-dessus. Excellent. As-tu une nouvelle de mon ami préféré? Ah oui, écoute, j'avais une autre nouvelle pour commencer, mais on va y aller immédiatement à ton ami favori pour te mettre dans le bain. Bon retour. Alors voilà, donc le 27 juillet dernier, il y a à peine un mois, les services de la ville de New York ont été appelés pour récupérer une bête mystérieuse qu'on avait retrouvée dans les eaux de la East River, en dessous du pont de Brooklyn. Donc, les gens ont sorti cette créature-là, qui était, qui avait à peu près la taille d'un petit chien, les membres recroquevillés, toutes gonflées. Oh. Donc, on appelle les... Oh, c'était une petite larme. Donc, on appelle les services des parcs, le New York City Park Department. Donc, ces gens-là envoient des agents sur place. Ils voient la bête. Heureusement pour nous, tu vas comprendre pourquoi je dis heureusement. Il y a des badauds qui étaient là, qui ont photographié des promeneurs, qui ont photographié l'animal avec leur téléphone cellulaire, tout ça. Donc, les gens de la ville arrivent, voient la créature en question, la mettent dans l'emballent et on la ramène à l'hôtel de, pas à l'hôtel de ville, mais au service public. Et puis, éventuellement, la créature va disparaître. Lorsqu'on va demander aux gens de la ville quelle est-elle devenue, ils vont dire, bon, on l'a brûlée, on l'a incinérée. Dans un buffet quelconque. De restaurant douteux. Oui, je dirais pas dans quel quartier. Non, absolument. Non. Mais donc, et là, lorsqu'on demande aux gens de la ville, parce que bon, cette créature était mystérieuse, les témoins rapportent que la morphologie de l'animal était très énigmatique. Alors, lorsqu'on demande aux gens de la ville de quoi il s'agissait, ces gens-là répondent, c'était simplement, écoute bien, c'était simplement un cochon qu'on avait fait cuire sur un barbecue et une fois cuit, on l'avait jeté dans les eaux de la East River. Donc, c'est ce qui expliquait pourquoi une partie de l'animal semblait calciner et pourquoi ce gonflement, qui était la conséquence de son long séjour dans les eaux. Mais les photographies prises par les témoins sur place vont à l'encontre de cette hypothèse. Oh oui, parce que je ne te ferai pas un cours d'anatomie sur les porcs, mais un cochon a la patte formée par 4 argots qui forment un sabot. Or, la créature en question, dont les photographies, donc les gens à la maison qui nous écoutent, peuvent simplement taper sur leur ordinateur East River Monster, et puis ils vont voir les fameuses photographies. Et on voit dans ces photographies que l'animal en question... Vas-y, je t'écoute. On voit sur les photographies que l'animal en question, les pattes de l'animal, forment une sorte de main avec 5 doigts. Et ça va obligatoirement à l'encontre de la théorie du cochon que l'on a fait cuire sur le barbecue. Ben oui. Alors, évidemment, des gens ont fait remarquer, oui, on dirait les pattes d'un raton laveur ou les pattes d'un très gros rat. Ben là encore, la morphologie de l'animal, la morphologie de l'animal va à l'encontre de cette interprétation-là. Et évidemment, des journalistes new-yorkais ont fait remarquer que il y a c'est bien laid! Sacramouille, c'est bien laid! Wesh! T'aurais-tu voulu de ça dans ton barbecue? Aïe, 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 aïe. Et là, des journalistes new-yorkais ont fait remarquer qu'en juillet 2008, une créature assez semblable avait été trouvée sur une plage de Montauk. Montauk, c'est la dernière ville au bout de la péninsule de Long Island. Et on sait qu'il y a une base militaire locale, tout ça. Et donc, des gens ont dit, c'est curieux, cette créature-là, trouvée dans l'East River,
ressemble au monstre de Montauk. C'est la façon dont les médias à l'époque l'avaient décrit. C'était écœurant. Oh oui, absolument. C'était écœurant, on dirait des mains. Oui, et là, on a commencé à spéculer, qu'est-ce que c'est que cette créature? Oui. Est-ce qu'il s'agit finalement d'un animal tellement décomposé qu'on n'arrive plus à l'identifier? Malheureusement, comme je l'ai mentionné, la carcasse a disparu. Et là, d'autres ont spéculé qu'il pouvait s'agir d'expériences qui auraient été menées dans des laboratoires, des expériences d'ADN, et on serait en présence d'une sorte d'animal hybride ou un mutant. Ou encore, évidemment, d'autres ont spéculé qu'il pouvait peut-être s'agir de ton très célèbre ami, le Chupacabra. Oh! ce qui est possible, hein? Ah ouais, absolument. Le Chupacabra est le monstre de toutes les formes. Absolument. Mais écoutez, soyez avertis si vous allez voir ces photos. Ce monstre de la East River. Ouais, East River Monster. Donc voilà, ça c'était la nouvelle. Merci, ça me fait plaisir. Pour souligner ton retour. Ouais. Et maintenant, j'en arrive à un truc un peu plus sérieux. Écoute, Benoît. De toi à moi, on est tout seul ici. Mm-hmm. Tu sais que souvent, lorsque les militants sceptiques, lorsqu'on parle de phénomènes paranormaux, les militants sceptiques nous disent, si ce sujet-là était tellement intéressant, la communauté scientifique ferait littéralement la queue pour étudier ce genre de phénomène-là, où il y aurait eu des développements plus importants, puisqu'on est à peu près à 90 années de recherche en parapsychologie. Mm-hmm. Donc, on devrait avoir des résultats plus concrets. On n'a rien. Ça, c'est un peu, là, noyer le poisson, parce que la réalité de la communauté scientifique, elle n'est pas comme ça. C'est mal connaître la communauté scientifique. On s'imagine, on a une tendance en Amérique du Nord, ou en fait dans tous les pays occidentaux, de valoriser la science. On met la science, là, sur un podium, et les scientifiques sont des véritables chevaliers. Mais la première recherche d'un scientifique n'est pas les grands mystères de la vie. La première recherche d'un scientifique, c'est de trouver des sous. Parce que ces gens-là sont comme toi, sont comme moi, ils ont des hypothèques à payer, des voitures, ils ont des familles. Et s'il n'y a pas d'argent, ils auront pas de boulot. Et les compagnies qui investissent dans la recherche, ces compagnies comme Pfizer ou DuPont, ces gens-là veulent des retombées économiques à court ou à moyen terme. Et de toi à moi, faisons l'exemple, si on avait un scientifique, un prix Nobel de physique qui proposait une recherche sur les fantômes ou les extraterrestres, et on avait un scientifique de deuxième zone, un professeur dans un collège privé à Quaticook, par exemple, qui proposait de la recherche sur la mousse verte, ses crotons, ben, je peux te garantir que c'est la mousse verte sur les crotons qui sera financée. Ou au moins la calvitie. Travailler sur quelque chose d'utile. Tu comprends? Pourquoi? Parce que éventuellement, il y a des sous à faire avec, en étudiant les crotons, la mousse verte, ces crotons, peut-être que je vais développer un médicament et peut-être ça va faire sonner les caisses. Étudier les fantômes, par exemple, ça va peut-être répondre à des questions philosophiques, mais on le sait, la philosophie, c'est la science des pauvres. Donc, on n'investit pas là-dedans. Et c'est un peu pourquoi, après 90 ans de recherche en parapsychologie, il y a à peu près eu aucune somme importante d'investir dans ce type de recherche. Mais c'est Christian, il n'y en a pas de fantômes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de résultats. Mais au moins, donnons-nous la peine d'essayer d'enquêter sur le sujet sérieusement pour répondre. Il n'y en a pas de fantômes. Ça n'existe pas. Nous allons peut-être avoir un autre son de cloche. Et c'est là que j'arrive, Benoît, à ma deuxième excellente nouvelle du jour. Oui, vas-y. Écoute, la fondation John Templeton de Philadelphie, en Pennsylvanie, ont annoncé il y a quelques jours qu'ils remettraient une somme de 5 millions de dollars à un professeur de philosophie de l'Université de Californie à Riverside, le professeur John Martin Fisher, pour étudier le phénomène de l'après-vie. Évidemment, on donne pas un chèque en blanc comme ça de 5 millions de dollars. Les 5 millions seront investis sur une période de 3 ans dans un projet qu'on appelle The Immortality Project. Et donc, Ça veut dire que tu te payes des vacances sur le bord de la plage avec de l'huile de coconut, puis quelqu'un vient te masser, quelqu'un de ton choix. Non, c'est-tu des commissaires de l'idée? Pour 5 millions de dollars? Non, mais... C'est-tu des commissaires dans les commissions scolaires? Ben oui, c'est ça. C'est le même qu'on travaille. Non, mais à quoi ça va servir, ces millions-là? Évidemment, lorsqu'il y a eu cette annonce-là, tu comprends que le professeur Fisher a dit, écoutez, demain matin, on s'achètera pas un kit pour aller étudier les fantômes, courir après les fantômes des maisons hantées, puis on n'étudiera pas non plus les enlèvements extraterrestres. La première démarche est d'abord d'étudier, ils vont mettre sur pied une équipe multidisciplinaire ils vont étudier les phénomènes de l'après-vie en 2 temps. Dans un premier temps, ils vont regarder le phénomène des morts imminentes, les fameuses NDE, qui, il faut bien l'avouer, jusqu'à maintenant, n'a été documenté
documentée, étudiée que de manière très anecdotique. Alors là, on va vraiment s'attaquer au problème. Est-ce que ces visions sont dues à des chimies du cerveau, des phénomènes hallucinatoires qui se passent dans l'en-dedans plutôt que dans l'au-delà? Donc, on va étudier ce phénomène-là pour essayer de répondre définitivement à cette question. Est-ce qu'on le voit dans notre tête? Ouais. Est-ce qu'on le voit dans notre tête ou est-ce qu'on le voit pour la réalité? Et tu sais qu'il y a des différences culturelles, contrairement à ce que les gens disent lorsqu'on parle des phénomènes de mort imminente, on nous dit que ces phénomènes-là sont observés ou vus ou interprétés de la même façon. C'est quoi mort imminente? La mort imminente, ce sont des gens qui vont décéder de manière clinique. Et là, lorsqu'ils sont décédés durant une courte période, qui suit immédiatement le décès, ils ont l'impression de sortir de leur corps, de se voir morts dans le lit d'hôpital, et là, de passer dans ce fameux tunnel, ce voyage vers la lumière, se retrouver avec des êtres de lumière, un voyage qui dure quelques instants avant qu'ils réintègrent leur corps. Et là, donc, c'est cette expérience, cette vision, ce coup d'œil, en fait, ce clin d'œil dans l'au-delà qu'ils rapportent. Et cette histoire-là, on le sait, ça a été rendu célèbre dès les années 70 avec les livres de Raymond Maudit, par exemple, La vie après la vie, qui a rendu, en fait, je dirais, qui a focalisé sur ce phénomène-là à partir de là, bon, évidemment, on en parle, ça fait maintenant 40 ans. Donc, pour la première fois, donc, on va mettre des sous pour étudier de façon concrète cette recherche-là. On va essayer de comprendre également les différences culturelles, parce que contrairement à ce que les gens nous rapportent à propos de ça, il y a effectivement des différences culturelles. Dans les pays occidentaux, par exemple, les gens disent voir une sorte de tunnel de lumière et à l'autre bout des gens qui vont les guider. Souvent, ce sont des gens qui sont décédés, des gens, des êtres aimés qu'on va retrouver à l'autre bout du tunnel et qui vont nous parler quelques instants avant qu'on réintègre notre corps. En Orient, par exemple, au Japon, le tunnel n'existe pas. Les gens qui décèdent passent immédiatement dans une sorte de vol plané au-dessus d'un champ de fleurs. Donc, on a encore là des images très idylliques, mais le voyage se fait différemment. Alors, pourquoi ce voyage se fait-il différemment dans les pays orientaux versus ce qui se passe en Amérique du Nord ou dans les pays occidentaux? Orientaux et occidentaux. Donc, c'est un peu ce que l'on va étudier. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Et on va également se pencher sur des questions d'ordre plus spirituel. Est-ce qu'il faut croire à l'enfer, au paradis? Le fait d'y croire, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un baume pour la psychologie que de croire en un au-delà, au karma, à l'immortalité? Donc, on va essayer de s'attarder à ces questions-là d'ordre plus philosophique, plus spirituel, mais en même temps plus sociologique aussi que le phénomène pur et simple de est-ce que l'au-delà existe? Et tout ça pour la modique somme de 5 millions de dollars. Les expériences vont commencer? Oui, très bientôt. Donc, on a annoncé que dès septembre, dès cet automne, les premières sommes d'argent devraient être remises à l'Université de Californie. Ça devrait aller filmer ça. Et tu sais, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'un sujet aussi controversé comme ça, on se serait attendu qu'il y ait une certaine réserve. Et non, l'Université de Californie a accueilli d'ailleurs cette annonce-là avec beaucoup d'enthousiasme en disant, voilà, oui, on est content qu'un de nos professeurs ait été choisi pour mener cette étude, et bon, etc., etc. Donc, c'est très intéressant. Un peu de sous, enfin, pour la recherche en parapsychologie. Pour les fantômes. Oui. Ben oui. On s'arrête un instant, on est avec Christian Page. Mythes et complots avec Christian Page. T'es pas sur Twitter, toi? Mais non. Ben là, qui va s'occuper de Christian pour lui montrer comment? C'est ça, parce que moi, tu vois, j'ai essayé de me mettre sur Twitter, mais là, avec mon liquid paper sur l'écran, ça marche pas. Ça pas bien. Il y a quelqu'un qui a pas aimé ma remarque sur Mme Marois. Ah, OK. Il cherchait comment embarquer sur Twitter avec sa dactylo. Sa dactylo. Ouais, ça marche pas. Bon. Mais tu devrais y aller là-dessus pour entrer en dialogue avec les gens. On dit que c'est un des médias sociaux qui est très interactif. Oui. Puis il y a des gens déplaisants, puis il y en a qui sont très, très plaisants. Bon. Occupons-nous des plaisants. C'est ce que je me dis. La vie est courte. Mutilation animale, ça, c'est pas joli. Ah oui, ça, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans le cas des... C'est pas joli. Tu sais que, bon, le phénomène des mutilations animales, dis-je, est un phénomène dont on a déjà parlé ici à l'émission. C'est un phénomène qui a commencé dans les années 1960. Et puis bon, on a rapporté depuis des milliers de têtes de bovidés qui avaient été mutilées, retrouvées morts et mutilées. Et puis bon, toutes sortes d'hypothèses ont été évoquées à ce sujet-là. Et depuis le début de l'été, il y a une petite communauté au Colorado qui sont de plus en plus inquiets parce qu'effectivement, dans leur région, au moins 5 décès animaux
animaux ont été rapportés depuis le début de l'été. Et dans la plupart des cas, les animaux apparemment auraient été tués par une balle, même si on n'a pas trouvé de balle sur la carcasse de l'animal, mais visiblement l'animal avait été abattu par un projectile tiré à très haute vitesse, donc visiblement une carabine, un pistolet. Et ensuite de ça, les mutilateurs ont mutilé l'animal, ont épluché, littéralement écorché la tête de l'animal des épaules jusqu'à la tête. Et ensuite, on a volé, on l'a mutilé, on s'est emparé de la langue ou de l'anus de l'animal ou d'autres organes. Et là, bon ça, c'est le temps de faire des conserves, c'est quoi? Donc, tu vois, donc c'est ça. Donc, c'est un sujet assez morbide. Et déjà, donc, les autorités locales ont été informées de ça. On reconnaît la réalité de ces mutilations, même si pour l'instant, on n'a personne dans le collimateur. Dans certains cas, on n'a pas trouvé beaucoup de traces de sang autour de l'animal, laissant supposer que l'animal avait peut-être été exsangué, vidé de son sang. Ouais. Et là, actuellement, donc, les autorités, comme je mentionnais, les autorités ont été informées de ça. Dans le comté, c'est les éleveurs du comté de Gunnison offrent d'ailleurs une somme de $500, une prime de $500 à quiconque apportera des informations pour déterminer qui sont ces mutilateurs. Quant aux autorités de leur côté, elles soulèvent que visiblement, ces morts-là semblent avoir été faites dans un cadre rituel et sans les nommer ou les pointer directement du doigt, on suppose des adorateurs du diable. Mais encore retour des groupes sataniques. Oui, le retour des groupes sataniques. Mais là, pour l'instant, on n'a toujours personne de ciblé, aucun individu de ciblé en particulier. Et donc, c'est la porte ouverte à la machine aux rumeurs. Donc, certains nous disent, oui, peut-être des groupes sataniques. D'autres parlent peut-être des extraterrestres. Moi, je me suis toujours un peu étonné à l'hypothèse extraterrestre, parce que bon, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on rapporte des mutilations animales et on vole des pieds de vache, des queues de vache et des yeux de vache. Je me dis, mon Dieu, peut-être qu'il y a tout un marché noir sur la planète des extraterrestres. On fait des portefeuilles en pieds de vache. C'est comme du gelato. C'est très prisé. Je sais pas. D'autres, évidemment, parlent d'expériences qui seraient menées par le gouvernement. Donc, sur des gaz ou des trucs, des vitamines qu'on injectera à des animaux, des sortes d'expériences relatifs à l'ADN ou des trucs semblables un peu obscurs. Mais encore là, on s'interroge pourquoi le gouvernement irait tuer les vaches d'un pauvre kidam au milieu du Colorado, alors que quand on pense que le prix d'un avion B2, par exemple, on pourrait s'acheter plusieurs dizaines de milliers de vaches. Non, puis aller chercher des anus. C'est pas comme s'il y avait une pénurie de trous de cul. Je veux dire, ça, il y en a beaucoup. Pourquoi? Il y en a en masse. Oui, absolument. Donc, restons, si tu veux bien, dans l'idée des ovnis, des extraterrestres et du gouvernement. Tu sais que la semaine dernière, le gouvernement australien, pour la énième fois, en fait, depuis 2 ans, le gouvernement australien est excessivement prolifique là-dessus. Le gouvernement australien, la semaine dernière, a encore rendu public des centaines de pages de documents relatifs à la question des ovnis. En fait, je serais presque tenté de dire, non, achetez plus, la cour est pleine, parce on ne sait plus où placer tous ces cartons de documents. Donc, encore là, des milliers de pages de documents concernant des observations d'ovnis survenues en Australie il y a à peu près 30 ans, donc au début des années 80, parce que eux, là-bas en Australie, ils ont une loi qu'ils appellent la loi de la trentaine, qui permet à différentes factions du gouvernement de classer top secret un événement, et ce sans donner trop de raisons, et ce pendant une période de 30 ans. Donc, cette période de 30 ans maintenant est un peu échue. On rend donc public ces documents-là. Et je présume que ta prochaine question, c'est apprend-on quelque chose de neuf? Non. C'est de neuf. De neuf, et la réponse est non. Okay. Encore une fois, on a un amalgame d'observations d'OVNI. Certaines sont très intéressantes. On parle, par exemple, de groupes policiers qui auraient été enquêtés sur des traces au sol. On parle d'observations d'OVNI qui auraient été rapportées par des policiers qui avaient été appelés sur place. Donc, on voit la qualité des témoins, elle est là. On a des policiers déjà aguerris à l'observation, de nombreuses observations qui ont été rapportées par des pilotes. Mais est-ce que cela nous avance un peu plus sur la grande question? Que sont ces objets? D'où viennent-ils? Sont-ils d'une nature exotique? Là, encore une fois, ces documents-là ne répondent pas à ces questions. Ouais, ça provoque le doute. Absolument. Il nous reste à peu près 30 secondes. 30 secondes, uniquement pour te dire, on parle des médias sociaux, tout ça. C'est toujours extraordinaire d'apprendre un truc comme ça. Grâce aux images satellites de Google Earth, un groupe d'archéologues des États-Unis semble avoir localisé 2 nouveaux sites archéologiques importants en Égypte, dont l'un pourrait être une sorte de pyramide
pyramides ensevelies dans le sable, et ça grâce aux images satellites de Google Earth. Il va falloir qu'il demande la permission aux frères musulmans. C'est pas fait, ça, mon ami. Attention. Attention. Monsieur Pagé, merci. Monsieur Dufresne, Madame Marcoux et Monsieur Arnois aussi. Merci à vous. On refait ça demain midi. Au revoir.